Bienvenue sur Dev ton câble. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-François Chevalier, kinésithérapeute, spécialisé en rééducation crânienne d'une manière générale, tout ce qui est maxillofacial, vertige, acouphène, oreille interne. qui va nous raconter comment il a fait pour développer son câble. Alors, déjà, comment ça s'est passé tes études? Je suis pas un mec qui est vraiment fait pour les études au départ. J'ai un peu galéré, j'ai mis un certain temps à rentrer en école de kiné. J'ai pas toujours été en accord avec mes profs par rapport à la manière dont il fallait être avec les patients. Les profs avaient toujours une relation très cordiale avec les patients. Alors que moi, de manière générale, j'ai toujours été assez proche avec eux. J'ai toujours essayé d'être le plus empathique possible avec eux. Je pense que c'est ce que les gens recherchent. Et surtout aujourd'hui dans un quartier comme le 8e, où voilà, on a affaire à des personnes qui, pour certaines, ont un assez haut niveau social, et c'est des gens qui sont habitués à ce que les gens leur fassent des ronds de jambes, des courbettes assez régulièrement. Ouais. Je pense qu'avec ces gens, être naturel, c'est finalement ce qui leur convient le mieux. Au niveau de tes études, est-ce que dans les 5 années, il y a une année qui t'a plus marqué que les autres? Ma deuxième année. La deuxième année, j'ai eu la chance de rencontrer un super kiné ostéo, un mec qui avait l'âge qu'on a aujourd'hui, qui lui était en dernière année d'études d'ostéopathie, et j'ai trouvé ça incroyable ce qu'il faisait. À chaque fois qu'il traitait un patient, il y avait un résultat avant-après. Il y avait un réel mieux à la fin de la séance, et je lui demandais ça, quand est-ce que je vais l'apprendre en kiné? Et à chaque fois qu'il faisait une technique, je lui posais la question et il me répondait à chaque fois la même chose. Il me dit non, ça c'est de l'ostéo et ça tu l'apprendras pas en kiné. Et du coup, c'est comme ça qu'après tu t'es mis à vouloir faire des études d'ostéopathie en complémentarité. Exactement. Ok, dans tes études de kiné, comment t'as perçu ta clinique? C'est-à-dire dans les 2 dernières années de clinique. Ouais. Quand t'as commencé à toucher le patient, quand t'as commencé un peu à traiter, alors, quelle était ta en perception? école de kiné, moi, par rapport au cursus que j'ai fait, dès la première année, on était confronté aux patients. Au départ, c'était beaucoup d'observations, mais dès la fin de la première année, on massait, on manipulait les patients, on faisait de la vraie rééducation avec eux. Alors forcément, très supervisé au départ. T'étais dans quelle école? À Orléans. À Orléans? École de l'IRFMK d'Orléans. Ok. Donc au départ, une prise en charge qui était très encadrée, mais dès le départ, on commençait à toucher les patients. Et ton diplôme, tu l'as eu en quelle année? Mon diplôme, je l'ai eu en 2019. Ok. Donc il y a 6 ans. Comment s'est passé ton parcours entre l'obtention de ton diplôme et l'ouverture de ton premier cabinet? Alors j'ai déjà commencé par travailler 2 ans à la campagne, okay. là d'où je viens, à côté d'Orléans. Et ensuite je suis monté à Paris. J'ai travaillé 2 ans. Quand t'étais à la campagne, ouais. T'as ouvert un cabinet à la campagne à toi ou t'as fait du remplacement? Non, du tout. J'étais assistant. Assistant? J'étais assistant dans un cabinet de kiné et assistant collaborateur, et j'ai commencé à avoir mes premiers patients comme ça. Ok. Et du coup, au bout de 2 ans, t'as fait de l'assistanat, et au bout de 2 ans, t'as voulu ouvrir ton premier cabinet? Alors, donc j'ai fait 2 ans à la campagne, après je suis monté à Paris, à l'époque pour suivre une ex-copine à Paris, quoi. Et la vie à Paris me plaisait pas tant que ça. Au bout d'1 an sur Paris, je voulais partir. Ok. Et la semaine où je voulais partir, j'ai un de mes patients qui m'a proposé un cabinet, qui m'a proposé un local. Celui-ci. Ok. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, est-ce qu'un de ces jours, t'aimerais ouvrir ton cabinet? Et je lui ai dit, bah oui, mais je lui ai dit, je pense pas à Paris, quoi. Et il m'a dit, si c'était à Paris, c'est quoi les quartiers qui te plaisent? Et je lui ai dit, 6e, 7e et 8e arrondissement, c'est les quartiers qui me parlent. Et il me dit, si tu veux, j'ai un pote qui va vendre son appartement au rez-de-chaussée en 8e arrondissement. Si tu veux, je te présente l'appartement avant qu'on le mette en agence. Et ça s'est fait comme ça. J'ai visité le local, et alors il ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, hein. Il y a eu beaucoup de travail de fait, mais rien que sa localisation, la luminosité qu'il y a, le local est incroyable. T'as eu un coup de cœur? Ouais, le quartier est vraiment chouette, et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Il y a un truc à faire, il y a un truc sympa à faire. Et du coup, quand t'as voulu ouvrir ce cabinet, est-ce que t'as rencontré des difficultés pour l'ouvrir? Il faut respecter tout un tas de normes, dans le sens où lorsque j'ai voulu prendre ce local, on s'est rendu compte déjà que la porte d'entrée était pas assez large par rapport aux normes handicapées. Les normes handicapées, la porte d'entrée doit faire au moins 80 cm de large, avec une tolérance de 5 cm. La porte faisait 74 cm. Donc il a fallu acheter une nouvelle porte? Non. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est renseigné pour... j'ai fait faire des devis pour refaire la porte. Déjà, il fallait l'accord du syndic.
Il fallait tout un tas d'experts qui passent et tout, vu que la porte elle est entre deux murs porteurs. C'est juste monstrueux. Il y avait pour plus de 20 000 € de travaux juste pour agrandir de 1 cm la porte. Et ça, c'était une fois que tu l'avais acheté ou c'était Non, c'était avant. C'était avant quand je regardais le local. Et par rapport à cette porte, je me suis renseigné, je me suis rapproché de la préfecture. Et ils m'ont dit que, écoutez, si l'immeuble est classé, vous pouvez, il y a plusieurs conditions à remplir. Immeuble classé, il y avait également coût des travaux déraisonné par rapport au gain et refus de la copropriété. Et je remplissais ces critères. Et donc du coup, j'ai eu une dérogation pour avoir autorisation. Quand même, voilà, mon accès. Et le cabinet n'est pas accessible au fauteuil roulant. Tout le cabinet, par contre, a été pensé pour accueillir un fauteuil roulant si quelqu'un se présente avec un petit fauteuil. Le cabinet entièrement est accessible, mais la porte d'entrée ne l'est pas. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'atmosphère de ton cabinet, ses mètres carrés, son thème de couleur, Le cabinet fait environ 70 mètres carrés. Et j'ai voulu créer un cabinet où l'atmosphère est la plus chaleureuse possible. Tout au long de mes études, j'ai enchaîné les cabinets où ça ressemblait à un hôpital, où certains cabinets, les kinés faisaient un effort de déco par-ci par-là, mais ça foutait plus le bourdon qu'autre chose. Ouais. Et je pars du principe que les gens viennent avec un problème, ça sert à rien que le cabinet leur rappelle qu'ils ont un problème. Donc tu as voulu enlever ce côté formel et donner un petit côté un peu plus chaleureux. Ouais, exactement. Parce que t'es quand même le premier thérapeute que j'interviewe, mais t'es aussi le premier thérapeute que j'ai rencontré qui ne pratique pas avec un bureau lors de l'anamnèse, mais t'es vraiment posé sur des fauteuils et canapés. Je veux quand les gens viennent ici, ils se sentent un peu comme chez eux. Et ils l'ont ressenti. Exactement. Et les gens, quand il y a cette présentation, il y a déjà 50% du problème qui est réglé. Au niveau du développement du cabinet, ouais. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait autrement par rapport à ce que tu as fait? C'est mon premier achat. Je m'y connaissais rien niveau fourniture, niveau matériaux. J'ai fait cet achat avant que les taux d'intérêt s'envolent. J'ai fait cet achat au moment où il y avait le début du conflit en Ukraine. Alors, les artisans disaient en permanence que la porte coûte le double de ce qu'elle coûte parce que y a la guerre en Ukraine. Je pense pas que les portes soient produites en Ukraine. Je pense que ce serait le même prix aujourd'hui. Mais enfin, le truc c'est que je me suis un petit peu lâché sur certaines choses, sur des matériaux qui étaient peut-être pas nécessaires. Je me suis vraiment fait plaisir. Les travaux m'ont coûté le double de ce que j'avais prévu. Mais ouais, je pense que si je l'avais refait, j'aurais peut-être repensé un peu plus de choses et je serais allé peut-être plus à l'essentiel sur certaines fournitures utilisées. Ouais. Quand tu as ouvert ce cabinet, tu avais déjà trouvé les personnes avec qui tu allais travailler au sein de ce cabinet? C'était une condition de la banque. Et ces personnes t'ont suivi du coup? Oui, bien sûr. Et là aujourd'hui, tu es toujours avec ces mêmes personnes? Exactement. Tout se passe bien? Tout se passe très bien. Vous travaillez ensemble avec les patients ou chacun a ses patients et chacun a ses patients. Ça arrive que de temps en temps, on dise tel jour je suis pas présent, donc est-ce que tu peux t'en occuper? Ou alors j'ai un patient qui a tel problème, je sais que c'est plus ton centre d'activité à toi, est-ce que tu peux jeter un œil? Voilà. Ça. Au tout début de ton installation, comment tu as géré la communication? C'est-à-dire avec mes collaborateurs? Avec tout, enfin déjà la tienne, mais celle aussi de tes collaborateurs. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des cartes? Est-ce que tu es allé dans tous les petits commerçants à droite à gauche? Est-ce que tout a été misé sur Doctolib? Chaque personne fait un peu différemment. Alors je t'avoue que le début du cabinet ça a été assez costaud. On est parti de rien. On est parti d'une patientèle zéro. Enfin, personne ne nous connaissait, j'ai racheté aucune patientèle. Il n'y avait pas de kiné ici en plus. Il n'y avait pas de kiné. On avait nos cartes de visite, on a fait le tour des médecins du coin. Sauf que les médecins, ils ne nous connaissaient pas. Donc les médecins, on s'est pointé, on a dit bonjour, on a un nouveau cabinet de kiné, on a ouvert juste là. On a fait pareil pour les pharmacies. Ils nous ont dit, oui, merci, très bien. Mais finalement, ils nous envoyaient personne parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Et je comprends parfaitement. Quelqu'un qui se pointe et je sais pas comment il travaille, j'ai du mal à lui envoyer du monde. C'est normal. C'est en fait, quand t'es médecin et que t'envoies quelqu'un, t'envoies un patient voir un professionnel de santé, tu joues ta notoriété également. Donc, ça, je peux pas leur en vouloir. Et derrière, on a réussi à se faire une patientèle. Doctolib nous a beaucoup aidés. Les gens, au fur et à mesure, les gens du quartier venaient prendre rendez-vous chez nous.
tout se passait très bien. Après, c'est des gens qui revoyaient leurs médecins et qui parlaient de nous à leurs médecins. Et c'est à ce moment-là où les médecins ont commencé à nous envoyer du monde. C'est par le bouche à oreille via leurs propres patients. Mais de base, les médecins, quand tu montes un cabinet, ils t'enverront personne parce qu'ils te connaissent pas. Et d'ailleurs, petite chose, mais n'hésitez quand même pas à aller voir les médecins, les pharmacies, parce que au début, ils vont entendre une fois parler de vous comme ça, mais ils vont entendre une deuxième fois parler de vous avec les patients, et là, du coup, ça va avoir l'effet que boule de neige, et petit à petit, on en a un peu plus. Voilà, mais pour monter une patientèle, c'est assez long. Faut compter, on a été 3 à se lancer en même temps. On a fait le calcul à peu près que si on était, un kiné tout seul qui s'installe, faut compter 6 mois. 6 mois pour vraiment se créer une patientèle. Ok. Après, petite chose, parce qu'on avait déjà parlé ensemble à côté, et j'avais trouvé hyper intéressant ton business plan que tu avais fait avec tes collaborateurs. Mais au début, tes 2 associés, ils ne louaient pas de loyer, ils marchaient en rétrocession. Alors, par rapport à mes collaborateurs, ce qui se passe, c'est que la première année, ils payent une rétrocession, le temps de se développer. Et si ça met plus de temps à se développer, ils continuent de payer une rétrocession. Et c'est au bout d'un certain temps que je leur demande un loyer fixe. Au bout d'un moment du moment où ils ont vraiment leur patientèle, où ils sont vraiment développés, un loyer fixe, c'est plus avantageux pour eux. Parce que eux, du coup, ils savent tous les mois ce qu'ils me donnent et ils peuvent s'adapter par rapport à leurs congés et par rapport à leurs activités. Et pour moi, c'est intéressant aussi parce que je sais que tous les mois, je touche la même chose et que je peux faire tourner le cabinet facilement. Et dans le début de rétrocession, est-ce que au début, tu avais douté à faire ça? Parce que vous vous développez tous les 3 en même temps? Ou est-ce que dès le début, tu savais que ça allait aller vite, tu avais fait tes petits calculs, tu savais que tu allais vite retomber sur Non, au tes départ, ça a été beaucoup de concessions. Au départ, ça a été vraiment compliqué de lancer l'activité. Au départ, on a tous eu du mal à sur notre patientèle. Et au départ, c'était, j'y mettais beaucoup de ma poche pour payer le crédit, payer les charges du cabinet d'une manière générale. Et quelles ont été les difficultés les plus marquantes que que tu as ou que vous avez rencontrées, que tu aurais pu éviter ou qu'aujourd'hui tu saurais éviter? Honnêtement, je pense qu'on n'aurait rien pu éviter dans le sens où, au départ, quand tu montes une affaire, les 2 premières années, financièrement, c'est compliqué, c'est galère. Tu finis tes mois tout juste. J'ai redemandé des sous à la banque, j'ai redemandé des sous à ma famille. La banque t'avait suivi sans trop hésiter? La banque m'a suivi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Au départ, faut un petit peu d'argent. C'est comme au tout départ pour acheter le cabinet, la banque te demande un apport. La banque va te demander de payer les frais de notaire. La banque va te demander de payer ton matériel. La banque va te demander si pour les travaux, ils vont donner une enveloppe pour les travaux. Si ça dépasse un petit peu, faut que tu payes de ta poche aussi. Donc au départ, il y a beaucoup d'imprévus et il faut faire face. Exactement. Du coup, à la suite, une fois que le cabinet était ouvert, que les 6 premiers mois sont passés, comment tu as continué à développer et ta communication et ta patientèle? Honnêtement, on a juste continué de bosser. On a juste continué avec nos patients habituels, on a continué d'augmenter le bouche à oreille. C'est tout bête, mais si les gens sont contents, ils vont en parler autour d'eux. S'ils sont pas contents, ils en parlent pas. Les réseaux, je suis allergique à ça, c'est pas mon truc. Plusieurs fois, on m'a dit crée un compte Insta pour le cabinet, développe-toi avec les réseaux. C'est pas mon truc du tout, donc j'ai pas voulu me forcer pour ça. Okay. Donc on a continué de créer. Et est-ce que dans ton cabinet, les deux autres associés, ils utilisent les réseaux ou pas du tout? Pas du tout. J'ai un de mes collaborateurs, Kevin, qui lui vient du 18e au départ, donc une bonne partie de sa patientèle au départ l'a suivi, et c'est ce qui a vraiment aidé au départ. Au départ, il y avait sa patientèle qui l'a suivi, donc on savait que son agenda était déjà plutôt bien rempli au départ, donc il y avait, entre guillemets, que le mien et celui de Guillaume à développer. Et tu sais s'il en a perdu des patients en changeant d'adresse ou... Forcément, quand tu changes d'adresse, moi je viens du 7e. Le 7e, c'est beaucoup de personnes âgées. Quand je suis venu ici, aujourd'hui, j'ai peut-être 10-15 patients qui m'ont suivi, à peu près. C'est déjà pas mal.
Le fait que tu perdes cette proximité, les gens te suivent pas forcément. J'ai aujourd'hui quelques patients du 7e qui m'ont recontacté et qui m'ont suivi et qui m'ont dit écoutez, même si ça nous fait un petit peu loin, on vient parce qu'on a essayé d'autres kinés et avec vous ça se passe bien, on a bien aimé et on a bien aimé comment se passaient les séances, donc on veut poursuivre avec vous. Et en parlant des patients, est-ce que tu as rencontré des difficultés au tout début avec tes premiers patients dans ton cabinet, ou le fait d'avoir fait de l'assistanat les 2 premières années t'ont empêché de rencontrer ces difficultés? C'est-à-dire est-ce que tu es tombé sur des cas où tu n'arrivais pas à avancer? Est-ce que tu avais eu des patients où humainement ils t'empêchaient d'avancer? Est-ce que tu t'es rendu compte que certains types de patients tu ne voulais pas les faire? Est-ce que... D'une manière générale, au cabinet on travaille de cette façon, ça veut dire que si au bout de déjà 3-4 séances il n'y a pas une petite amélioration, c'est qu'on va pas dans la bonne direction ou alors c'est que ce qu'on pratique c'est pas adapté au patient, donc le patient on le réoriente. On l'invite à revoir son médecin, on lui dit écoutez, essayez éventuellement un autre thérapeute, ou on l'envoie, si on sent qu'il a besoin de voir un ostéo, on l'envoie vers un ostéo. Donc on réoriente beaucoup les patients si on sent que ça avance pas au niveau des soins. Est-ce que tu aurais 1, 2 ou 3 histoires à raconter avec des cas cliniques ou avec des patients qui t'auraient touché? Eh ben oui, j'en ai un tout récent. Allez. Qui date de la semaine dernière. Un monsieur qui vient, un monsieur qui a la maladie de Parkinson et qui se plaignait de douleurs à l'épaule droite. C'est un monsieur qui m'explique qu'il a la maladie déclarée depuis déjà plusieurs années, il a une 50aine d'années. Et ce monsieur vient pour des douleurs au-dessus de l'épaule. Et il me dit voilà, je suis très sportif, je viens pas pour de la rééducation Parkinson, je viens juste pour ce problème-là. Et ce monsieur est venu, il avait littéralement l'épaule en l'air. Et je lui ai dit mais votre épaule, la position que vous avez comme ça, c'est curieux, ça fait un sacré moment qu'elle est comme ça, votre épaule. Et il me dit oui, ça fait 15 ans que mon épaule elle est comme ça. Il me dit j'ai eu un accident de voiture, l'épaule est comme ça depuis 15 ans. Et ce monsieur, je regarde, je fais mon bilan. Il m'explique dans son bilan qu'il a eu 3 hernies au niveau des cervicales. Forcément pour moi, il était hors de question de toucher les cervicales parce que j'avais pas d'examen médicaux récent sous les yeux. Mais par contre, j'ai vu que sur le plan thoracique, sous l'omoplate droite, il y avait une sacrée tension musculaire. Il y avait de sacrée tension, la zone bougeait pas. Donc ce monsieur, le réflexe que j'ai, je commence par détendre les muscles. On fait un massage. On fait quelques petits mouvements pour redonner un peu de mobilité à la zone, et à la fin, je finis par lui faire un lift pour débloquer cette zone thoracique. Donc tout se passe bien. À la fin de la séance, le monsieur, pouf, son épaule, elle est redescendue, impeccable. Il me rappelle le lendemain, il m'explique qu'il a des douleurs insupportables dans le bras, qu'il a des signes neuro, que son bras il n'arrive plus à le bouger, qu'il y a des fourmis dans tous les sens, que ça va pas, que ça remonte dans les cervicales, que ça... voilà. Donc tu te sens un peu con au téléphone. Tu dis, écoutez, je lui ai dit, repassez au cabinet. Donc il repasse au cabinet, je refais le tour, donc c'est vrai que tous les muscles au niveau de l'épaule étaient méga contractés. Ouais, ça faisait des années qu'il était ça comme ça. Ça faisait des années qu'il avait ça, et exactement. Ça faisait des années que son épaule vivait avec des compensations. Donc du coup, rebelote, on refait des gros massages. Il était venu 2-3 jours plus tard, ou il était vraiment revenu 48 heures après? Le lendemain. Ah, le lendemain. Il était revenu le lendemain. Donc on redétend la zone à fond. À la fin de la séance, son bras il arrivait à le rebouger normalement, mais toujours de grosses douleurs. Le week-end il me recontacte, donc 2 jours après. Il me dit écoutez, j'en pouvais plus, j'ai vu un médecin urgentiste, et le médecin il m'a dit c'est de la faute du kiné, parce qu'il a mobilisé les cervicales. Donc toi, tu te retrouves avec ça. La parole du médecin, c'est un petit peu la parole de Dieu. Donc, tu respires un grand coup et t'expliques au patient que, que t'as pas touché au cervical, que t'as traité qu'une zone thoracique. T'as un patient qui souffre en face de toi, faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Le patient, je lui dis, écoutez, on se revoit le lendemain. Et j'ai beaucoup discuté avec lui au cabinet. On a posé les choses, je lui ai expliqué que son problème, forcément, ça allait prendre un petit peu de temps à revenir car son épaule était bloquée depuis longtemps. On était sur du chronique là. Voilà.
Et donc ce patient m'a dit, écoutez, je vous fais confiance, je veux qu'on travaille tous les deux. Et je l'ai vu tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai vu hier, je l'ai vu aujourd'hui, même les week-ends. Et maintenant, il va mieux. Maintenant, il a plus mal, ça le réveille plus la nuit et tout, enfin voilà. Mais le fait qu'il ait Parkinson en plus derrière, ça fait que quand il a ses crises, il se crispe dans tous les sens, ça retend les muscles, ça repince son nerf. Donc, ça relance les douleurs. J'avais parlé avec une patiente sous sclérose en plaques qui, elle, tout bougeait de manière involontaire le côté droit. Ouais. Et c'est du travail, du retravail. C'est ça, c'est très compliqué. Donc, il y a des patients où quand tu es persuadé de faire les choses correctement, il faut pas te dégonfler et il faut vraiment expliquer tel quel. Le patient, j'aurais pu lui dire, je suis vraiment désolé qu'il se soit passé ça, écoutez, refaites des examens, refaites tout ça. Ça l'aurait paniqué plus qu'autre chose. J'étais persuadé de ne pas avoir touché ses cervicales ni quoi que ce soit. J'étais persuadé d'avoir fait un bon travail, donc le patient derrière, on a continué, il m'a fait confiance et aujourd'hui il va mieux. Super. Mais voilà, il y a d'autres histoires similaires à ça, mais je pense que d'une manière générale, face à des cas difficiles, et c'est comme pour monter le cabinet finalement, quand il y a une situation difficile, tu la prends comme elle vient, tu gardes ton sang-froid, et tu prends les choses au fur et à mesure et tout se passe bien. Est-ce que tu aurais une autre histoire à raconter ? Une patiente que j'avais dans le cabinet où je travaillais à la campagne, qui venait pour une chute après le ski. Alors, à la campagne, l'accès aux soins n'est pas le même qu'à Paris. À Paris, tu vas à un rendez-vous chez un kiné, tu arrives à en trouver un dans la semaine, même si les gens disent que une semaine, d'attendre quelques jours, c'est long. À la campagne, c'est pas une semaine, c'est un mois. C'est 1 mois et demi pour avoir ton rendez-vous chez le kiné. Donc, elle vient, elle a son rendez-vous donc au bout de déjà 2-3 semaines d'attente. Elle vient pour son genou qui était encore très gonflé, c'était son genou gauche. Et elle me dit, voilà, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un médecin pour faire un IRM de mon genou. Je viens parce que le médecin me dit que j'ai peut-être ligament croisé. Donc elle a fait l'IRM, tout ça, et elle a revu son médecin, et le médecin il lui a dit « vous avez rien ». Ah ouais. Voilà, le médecin a dit directement sur le compte-rendu « ligament croisé intact ». Donc du coup, cabinet de campagne. Cette patiente, je la revois, je l'ai vue 3-4 fois, et elle se plaignait toujours d'instabilité assez costaud. Elle m'a expliqué que elle allait en forêt avec ses gamins se promener, elle a voulu sauter au-dessus d'une flaque, elle s'est complètement... Ouais, le genou était instable et ça lui a fait très mal, c'est parti en cacahuète. Donc c'est une dame que j'ai revue, et elle m'a dit, écoutez, je comprends pas, il n'y a rien qui va. Et là, je lui ai dit, écoutez, je connaissais un médecin du sport qui travaillait bien à la campagne, enfin à Orléans. Je lui ai dit, écoutez, allez en ville, allez voir ce médecin. Donc là encore, rebelote, 2-3 semaines d'attente pour un rendez-vous chez les médecins. Et finalement, il est allé avec son IRM, et le médecin du sport, il lui a dit, moi je sortais des études, je savais pas lire correctement un IRM, je faisais confiance au compte-rendu. Et sur l'IRM, le médecin du sport, il lui a dit, oui, le ligament il est pété, faut une intervention. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là c'est une dame au bout de 3-4 séances, il n'y a rien qui... l'évolution était pas bonne, faut pas avoir peur de réorienter. Ah oui. Direct. Et je sais que quand on débute, on a tendance à se dire, non, on va essayer d'une autre façon, on va essayer de faire mieux et tout. Si vraiment les signes sont mauvais et si l'évolution est pas bonne du tout, faut pas hésiter à réorienter. Chacun s'aspect et savoir collaborer. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas assez à l'école, c'est vraiment le côté collaborer, aller chercher la collaboration. Non, c'est ça, et ça, c'est dommage. Et ça, finalement, le côté collaboration, tu l'apprends quand tu fais des stages en centre de rééduc, en hôpital, en discutant avec les autres pros de santé. Car si tu prends pas le temps d'aller les voir et discuter avec eux, tu vas rester en permanence avec le staff des kinés. On a une seule et même vision et pas la vision globale. C'est ça. Ouais, il faut aller voir comment font les autres, ça je suis complètement d'accord. Exactement. Est-ce que tous tes patients font les exercices que tu leur donnes ou pas du tout ? Je t'avoue que non. D'une manière générale, de toute façon, mes patients, je leur file pas plus de 1 ou 2 exos à faire. Parce que je sais que quand on sort de l'école, on nous apprend à fond à filer des exos aux patients. Et on nous apprend à filer des listes de courses aux patients.
Donc quand tu files 5-6 exos à tes patients, bah, tu peux être sûr qu'ils les feront pas. Si tu leur enfiles 1 ou 2 et que tu leur dis écoutez, faites juste ça 2 fois par jour, chaque exo ça vous prendra 2 minutes, et quand tu pars dans cette pédagogie, les gens le font. Mais quand t'en files plein, les gens ils le font pas. Et tu te sens ce côté d'avoir besoin de les sensibiliser vis-à-vis des exercices, ou globalement, quand tu leur donnes les 2 exercices, ils les font, il n'y a pas besoin de ce côté de c'est important que vous le fassiez, c'est pour votre soin. Ils ont compris directement l'importance ou... Ouais, c'est ça. En fait, les gens ici, encore une fois, c'est différent de ce que j'ai vécu à la campagne. Très souvent, à la campagne, les gens venaient me voir parce que c'est leur femme qui ont pris rendez-vous pour eux, ou enfin voilà. Et les gens, ils viennent, ils arrivent, ils disent bon, je viens pour faire de la kiné, c'est ma femme qui a envoyé, ou alors c'est mon médecin qui m'a envoyé. Je sais que ça sert à rien, mais bon, je vais le faire quand même. Et bon, là ici en ville, les gens prennent, j'ai l'impression, plus soin d'eux rapidement. À la campagne, les gens viennent te voir parce que vraiment ils en peuvent plus, quoi. Ils font tout plus rapidement en ville. C'est ça. En ville, les gens font tout plus rapidement. Mais à la campagne, les gens viennent te voir parce que ils arrivent plus à marcher, ou ils arrivent plus à lever le bras. À la ville, il y a aussi ce genre de cas en ville, hein. Mais en ville, les gens prennent soin d'eux beaucoup plus rapidement. Donc les gens, je trouve qu'en ville, sont un peu plus observants à leurs soins qu'à la campagne. Ok. Une fois que la première année est passée dans l'installation de ce cabinet, comment tu as continué à développer et à communiquer et à gérer ce cabinet? Par rapport au cabinet, là, ça fait exactement 2 ans qu'il est ouvert. Et la façon de continuer de développer le cabinet de mon côté, c'est de développer un site internet. Voilà, tout à l'heure je te disais que j'étais pas très réseau, mais le site internet pour moi c'est un petit peu plus indispensable, car forcément les gens qui ont besoin de kiné, c'est des gens qui pour beaucoup ont plus de la cinquantaine. On est dans un quartier ici d'affaires où j'ai beaucoup de patients qui ont entre 30 et 40 ans, mais c'est vrai que la grosse majorité de mes patients ont plus de la cinquantaine, et c'est des gens qui vont avoir l'âge de nos parents, et les gens qui ont l'âge de nos parents sont plus branchés site internet que réseaux sociaux. Dans la vitrine numérique. Voilà, c'est ça. Et au bout de combien de temps t'as pu te verser un premier salaire? La première année, je me suis rien versé. Je me suis rien versé du tout. T'as été aidé par ta famille, par tes parents, du coup? Ouais, exactement. Au départ, j'ai demandé à ma famille qui m'aide, je leur ai expliqué le projet. Voilà, ils m'ont aidé pour l'apport. Ils m'ont aidé à acheter le matériel. Donc aujourd'hui, je me verse un tout petit salaire parce que tous les mois, faut que je paye le crédit et il faut que je rembourse ma famille. Donc je rembourse à ma famille autant que ce que je paye de crédit tous les mois. Double remboursement. Voilà, double remboursement tous les mois, et je pense que j'en ai pour encore un an et demi comme ça. Donc là, niveau salaire de ce que je me reverse, je fais vraiment super attention et je me reverse le strict minimum. Ce qui est environ combien? Là, je me reverse environ 1 500 € tous les mois. Ok. Voilà. Au bout de combien de temps t'as fait un chiffre d'affaires supérieur à 10 000? On va dire au bout de 3-4 mois d'activité. Mais de toute façon, on va dire que c'est indispensable, hein, parce qu'une boutique comme ça, il faut 7 000 € tous les mois pour qu'elle tourne. Ah oui, mais... Donc le chiffre d'affaires au départ, en fait, ce que tu gagnes au départ, ça sert juste à payer le remboursement, ça sert à payer le crédit, et ça sert à payer les charges. Est-ce que c'est pour si tu as des étudiants qui nous écoutent là, ou si tu aurais des jeunes kinés qui s'installent, est-ce que tu leur conseillerais de vite acheter le cabinet comme tu as fait, ou de un peu plus augmenter la trésorerie avant de se lancer? Après, toi, tu as une opportunité qui était énorme, on va dire. Oui, non, on va dire que les planètes étaient alignées, hein. C'est ça. Je pense que t'as pas regretté, mais... Non, mais on est très mal formé à l'investissement. Ouais, ça. On est très très mal formé au développement. En école de kiné, on nous apprend rien à ce sujet, à l'école tout court d'ailleurs. Et il faut vraiment se former sur le tas. Créer mon cabinet, ouvrir mon cabinet, je l'ai fait, finalement, je l'ai fait après 4 ans d'activité. Le cabinet, il a été ouvert en 2023 et je bosse depuis 2019.
Donc je l'ai pas ouvert directement après mes études. Et je pense qu'ouvrir le cabinet directement après tes études, même si ta famille a les fonds pour t'aider à l'ouvrir, je pense que c'est une bêtise. Donc tu conseillerais de... Ouais, au moins attendre au moins 2 bonnes années. Le temps de te former, le temps de voir un petit peu. Il faut voir ce qui se passe dans les autres cabinets. Il faut voir ce qui se passe pour voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, pour voir quel type de produits ils utilisent. D'ailleurs, très intéressant. Est-ce que tu vas te faire traiter par des kinés qui sont en dehors de ce cabinet pour voir un peu comment ils font ou pas du tout? Non, du tout. Enfin, Parce que moi, des fois, je vais voir des ostéos ouais, qui bien sont sûr. en dehors de mon cercle social pour un peu... Bah après, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger, mais je, on va dire que j'ai la tête dans le guidon par rapport à ce que je fais. Je regarde pas ce que font les autres. J'ai regardé ce que faisaient les autres au départ. J'ai regardé ce que faisaient les autres kinés, leur façon de travailler. J'ai vu que bah, les kinés qui prenaient 3-4 patients en même temps, c'était pas ma façon de travailler. J'ai vu que les kinés qui avaient des locaux tout pourris, ben c'était pas ma façon de travailler. Euh, j'ai mis quelques années à voir quelle était ma façon de travailler et après je me suis lancé et je continue de travailler avec d'autres kinés à échanger avec eux. Je suis en bon terme avec d'anciens kinés avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai été en stage, que je continue de fréquenter aujourd'hui, mais voilà, ils ont leur façon de travailler. Certains kinés avec qui je suis en très bon terme, leur façon de travailler, c'est pas la mienne. Pour rebondir du coup sur le fait que certains kinés prennent plusieurs patients à la fois, Ouais. toi, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou que tu conseillerais d'éviter? Ben, ça dépend d'où tu travailles. Ça dépend de, par exemple, là où j'ai commencé à bosser à la campagne, je sais que bah, forcément, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut poser les choses et il faut voir aussi la réalité. Quand t'as pas de dépassement d'honoraires et que t'es à 16,50 € la séance, ben forcément tu vas pour te dégager un salaire plutôt correct, tu vas prendre 2-3 patients en même temps. Et quand j'ai commencé à bosser à la campagne, eh ben c'est ce que je faisais. Un patient que je voyais pour la première fois, je le voyais pendant une demi-heure et j'estimais combien de séances je devais le voir individuellement avant qu'il aille mieux. Une fois que ce patient allait mieux, eh ben, je le voyais pendant 15 minutes en salle de soins, et après, pendant 15 minutes, eh ben, il était en salle de gym à faire des exercices. Et pendant ce temps-là, je prenais aussi un autre patient qui allait mieux, il commençait en salle de gym, et après, je m'en occupais. Et ça, tu l'avais pas vu du tout à l'école de cette manière de faire? Si, à l'école, en stage, tout ça, enfin, finalement, il y a très peu de terrains de stage que j'ai fait où les patients sont pris en charge individuelle. Beaucoup de cabinets, quasiment tous les cabinets que j'ai vus sont en prise en charge collective. Et bon, c'est quand t'es à la campagne où ben forcément les tarifs, les prestats sont pas élevés et que derrière ben t'as une liste d'attente qui est monstrueuse, t'as pas le choix non plus. Ouais. Et je pense que tu peux bien travailler en faisant ce genre de choses. Tu peux faire de la balnéothérapie, il y a plein d'alternatives. À la campagne, le mètre carré est beaucoup moins cher qu'ici, donc tu peux te permettre d'avoir un gros plateau technique. Je connais des kinés qui étaient dans mon ancienne promo, qui ont ouvert un gros centre de rééduc à la campagne où ils prennent que de la respi. Ils prennent que de la BPCO, donc la cotation est beaucoup plus élevée. Et ils prennent plusieurs patients en même temps pour de la rééducation collective, et tout se passe très bien. Ouais, après, Je pense qu'il faut adapter ta prise en charge. Moi, je sais que, pour ma part, je sais que j'avais envie de travailler en soins individuels. C'est la manière de travailler qui me convient le mieux. Et en montant à Paris, ben, je sais que c'est ce que j'allais retrouver. À Paris, on peut se permettre de prendre un dépassement d'honoraires. De toute façon, à Paris, les patients ont un niveau de vie un peu plus élevé qu'à la campagne. Enfin, un peu plus, nettement plus élevé pour beaucoup de personnes. Donc, les gens sont prêts à payer plus cher pour qu'on s'occupe réellement d'eux individuellement. Et quand à ces patients, je leur explique que ben, à la campagne, là d'où je viens, ben, les cabinets prennent plusieurs patients en même temps, ben, il y en a beaucoup, ils me croient pas, quoi. Ils me disent, c'est pas possible, comment tu fais, enfin... moi, je connais des kinés. Alors, moi, j'ai fait plein de kinés dans ma vie. J'en ai eu des kinés qui me prenaient juste moi et rien que moi. J'en ai eu qui me prenaient moi et qui avaient 2 autres salles à côté, ou quand ils me mettaient les petits patchs électriques, ou Ouais. qui
bah, ils allaient voir quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. J'en ai d'autres qui me faisaient faire du renfort, ils s'occupaient d'autres gens. Après, pour les exercices, vu que, à part nous, personne d'autre peut faire les exercices, et qu'une fois que vous avez vu qu'on fait bien les exercices, il n'y a pas forcément besoin d'être là. Exactement, ouais, c'est ça. Par contre, je connais aussi des kinés qui font 6 patients, enfin qui ont 66 patients dans la journée, qui en font 6 à la fois, et qui travaillent à la chaîne, et ça, je suis un peu mitigé. Ben, en fait, moi, Mais mon avis par ils ont les rapport résultats. Donc, moi, tant qu'il y a les Si- résultats, s'ils ont des résultats, tant mieux, mais j'ai beaucoup vu en terrain de stage des kinés qui bossaient comme ça et qui, pour beaucoup, n'avaient pas vraiment de résultats. Et je trouve ça dommage dans le sens où on a un métier qui est vraiment chouette, que ça soit kiné, ostéo, Et on tu a un retires. métier, voilà, c'est ça, on a un métier où on peut se former sur plein de sujets différents. C'est super intéressant. Donc, c'est dommage de passer ta journée à coller des patchs à des gens, à faire des massages à l'aveuglette ou à leur dire, bah voilà, faites une demi-heure de vélo. Tu rentres chez toi à la fin de la journée, t'es juste mort. Et enfin, j'ai connu des kinés qui voulaient changer de boulot parce que ça leur convenait pas leur façon de travailler. Et purée, je trouve ça dommage. Ouais, un métier qui est beau. Donc bon, c'est... En parlant de formation, au bout de combien de temps, toi, t'as fait des formations? La première formation que j'ai fait, c'était ostéo. Je considère ça comme de la formation. Parce que... Attends, du coup, t'es au CSO? Voilà, je suis au CSO, la même école que t'as fait. Ouais. Et j'ai fait cette école 1 an après être diplômé kiné. J'ai voulu attendre 1 an, déjà pour... Mettre en pratique tout ce que t'avais appris. Exactement, mettre en pratique ce que j'avais appris, voir concrètement ce qui me manquait dans la kiné. Et après, bon, forcément, l'école d'ostéo a également un coût. L'école d'ostéo que j'ai fait, c'était la première école privée que j'ai fait de ma vie. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des écoles privées, donc c'était la première école que je payais de ma poche, donc forcément faire une année de kiné, ça permettait de mettre un peu d'argent de côté, d'économiser, et Ouais, vous, l'avantage que vous avez, contrairement à moi qui suis juste étudiant en ostéopathie, ouais, c'est que toi, tu peux après pratiquer un peu directement c'est sur le ça, patient. exactement. S'il y a des techniques où tu te sens à l'aise, t'expliques à tes patients que voilà, t'as une technique d'ostéo que t'aimerais faire et tout, et tu peux la faire avec eux, il n'y a pas de souci. Les gens le prennent bien. Et après, du coup, après ostéo, t'as fait quoi d'autre comme formation? Eh ben, j'ai fait la formation, j'ai fait kiné vestibulaire, que j'ai fait, kiné vestibulaire, je l'ai fait, enfin, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais pas fait de formation avant ostéo, mais enfin, j'ai commencé à me former en kiné vestibulaire à la campagne. Ok. Parce que la personne avec qui tu travaillais était formée là-dedans? Ou Du rien tout. à voir? C'est parce que, à la campagne, forcément, t'as pas de spécialiste. Et un jour, j'ai un vieux patient qui est venu et qui m'a dit, voilà, j'ai des vertiges depuis plus de 6 mois. Est-ce que tu peux me travailler ça? Est-ce que tu peux me les enlever? Il m'a dit, j'ai vu sur internet que les kinés pouvaient travailler ça. J'ai dit, bah oui, mais la kiné vestibulaire, on a eu 1 heure de cours théorique en école de kiné, que j'ai séché. Et je lui ai dit, écoute, je vais essayer de retrouver les cours, et je vais les repotasser, et on va essayer quelque chose. Donc, parce que ce monsieur, je lui dis, écoutez, pour ce que vous avez, il faut monter à Orléans ou à Paris pour voir un kiné vestibulaire pour qu'il vous traite. C'est au moins 3, 4, 5 séances. En plus, ça disparaît pas comme ça. Ça dépend. Mes patients aujourd'hui en vestibulaire, il me faut 1 à 3 séances pour les traiter. Ça dépend ce qu'ils ont. Ça dépend de la gravité de leurs symptômes. Du coup, d'autres formations après les formations vestibulaires et ostéopathie, autant de... J'ai fait vestibulaire, j'ai fait maxillo, et après, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Thaïlande et je me suis formé pendant 1 semaine en massage thaï à Bangkok. Sympa. Ouais. Sympa. C'était leur approche, c'est leur approche qui est assez holistique, qui est super intéressante, et ils travaillent avec beaucoup de points d'acupression. Ouais. Et que je fais pas du réel massage thaï ici au cabinet parce que Non, mais tu verras, avec l'ostéopathie, t'as ce que t'appelles le LMO, ok, où tu peux utiliser justement ces points d'acupression pour... d'accord, tu testes en LMO en faisant des rebonds, ok. et comme un peu de l'acupuncture, sauf que tu vas pas mettre des aiguilles, c'est vraiment super. la pression de tes pouces. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais, ça, Ok. mais ça, au CSO, t'auras en 4e ou 5e année un prof qui va te parler de ça, qui a inventé cette Trop méthode. bien, ok. Est-ce que t'as beaucoup de patients qui te demandent c'est quoi la différence entre ostéopathe, kiné, chiro, éthiopathe, ou non?
Oui, ça arrive. J'ai souvent des patients qui me demandent la différence entre kiné, éthiopathe, ostéo, bon, avec les chiro également. Je t'avoue que je réponds de manière assez évasive parce que je sais pas exactement comment travaillent les chiros, je sais pas exactement comment travaillent les ostéopathes, donc je me sens pas qualifié de donner un pour et un contre par rapport à ça. Euh, Quand ils me demandent la différence entre kiné et ostéo, moi ce que je leur dis c'est que en kiné on est formé, on est plus formé à travailler de manière analytique. Voilà, ça, au cours de la formation, des choses ont changé et on prend plus de globalité pour soigner une zone. Pour voilà, quand un patient vient pour une cheville, euh, il y a des profs qui nous apprennent à regarder aussi le genou, à regarder le bassin. Enfin, on a une prise en charge qui devient plus globale. Mais voilà, je leur explique qu'en ostéo, on va d'office regarder le corps vraiment dans sa globalité. Quelqu'un vient pour un problème au poignet, on va faire un check-up complet du corps. Alors qu'en kiné, on fera pas ça. Moi, j'ai une petite phrase. C'est que votre corps, c'est une machine. Quand vous avez fait 10 000 km, vous avez besoin d'aller faire une révision. Ouais. Et là, on va plutôt aller voir l'ostéopathe, qui est un peu le garagiste, qui va vérifier qu'il y a de l'huile, que les rouages fonctionnent bien et que vous pouvez à nouveau faire 10 000 km. Pour moi, le kiné, c'est plus l'ingénieur qui, lorsqu'on a besoin d'une pièce spécifique, donc d'un travail plutôt spécifique dans une zone, et qu'on va aller voir pour que justement on ait la bonne pièce et qu'une fois que la pièce on a réappris à l'utiliser et que le tout fonctionne bien, on puisse à nouveau rouler sans problème. Ouais, c'est bien dit. Moi, j'aime bien. Bon, Je pense que je vais te la reprendre. Ouais, complètement, ouais. Ça me fait plaisir de te la Non, passer. top, impeccable. Est-ce que tu aurais une phrase qui représente soit ta façon de travailler, soit qui représente ton métier? Ouais, c'est une phrase que je dis un petit peu souvent en rigolant aux patients, mais après une première séance, les gens, quand je leur fais le traitement et qu'ils me disent «Ah, c'est un petit peu mieux, j'ai encore mal», je leur dis «Bah, c'est tout bête, hein, mais je suis pas magicien». Un traitement, ça prend du temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et surtout ici à Paris, où comme les gens payent un dépassement d'honoraires, les gens les gens ont cette exigence de se sentir mieux directement après la séance, et ça, faut bien expliquer aux gens que bah non, c'est pas de la magie, que t'es là pour les accompagner, t'es là pour les aider, mais que chaque personne évolue différemment et que tu peux pas faire plus que ce que leur corps peut encaisser et ce que leur corps peut récupérer, quoi. D'ailleurs, là aujourd'hui j'avais une patiente qui était venue pour la mâchoire et qui me disait j'ai aussi mal au dos, est-ce que vous pouvez me faire le dos? Je lui ai dit on va d'abord faire la mâchoire, vous allez voir c'est assez fatigant, et la douleur fatigue, c'est pas très agréable comme zone de travail. Si vous vous en sentez capable, je vous ferai le dos. À la fin de la séance, elle m'a quand même dit je pense qu'on va s'arrêter à la mâchoire parce que je suis HS. Et donc ouais, il y en a certains ils se rendent pas compte, mais Bien sûr. Ouais, tout ce ouais. qu'on fait, que ce soit kiné, ostéo, chiropracteur, éthiopathe, et il y a ce qu'on peut faire, mais il y a ce que ils peuvent accepter, digérer, subir, et après s'adapter. Il y a ce petit côté adaptation où ils se rendent pas compte que quelqu'un qui a mal depuis 3 jours, la douleur va partir plus vite que quelqu'un qui a mal depuis 3 ans. Évidemment, ouais, Et complètement. je suis d'accord avec toi, on n'est pas magicien, on a des mains magiques, mais on n'est pas magicien. C'est ça. Faut bien garder en tête qu'on est là pour accompagner le patient. Je dis souvent aussi aux patients que j'ai pas de pièce de rechange. Ah, Et ça. je fais avec ce que j'ai, quoi. Est-ce que tu peux donner ton adresse et même donner le nom de tes associés avec qui tu travailles? Ouais, on est au 16 rue de la Bienfaisance, on est le cabinet Saint-Augustin. Et avec moi, il y a Kevin Ferrari qui travaille au cabinet, il y a Guillaume Lollier et il y a Andrea Durieux. Et Kevin, lui, est plus axé rééducation du sportif. Guillaume, lui, sera plus axé drainage lymphatique. Et Andrea, lui, est top pour la rééducation périnéale pré- et post-accouchement. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir.